Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue pour cette vidéo Mercato. Vidéo Mercato, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. On va en faire une, il y a de l'actualité. On a eu évidemment, vous le savez, la conférence de presse de Roberto De Zerbi avec Pablo Longoria. On va en dire ce qu'on en a pensé. On a aussi évidemment toujours des rumeurs qui sont tombées. Donc on va pas perdre de temps, on va essayer de faire ça en une demi-heure à peu près pour vous donner toutes les informations nécessaires. Et on va tout de suite commencer par la conférence de presse de Roberto De Zerbi. Alors, je vais vous passer là les quelques déclarations, on va dire, intéressantes qu'il a pu dire. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire. N'hésitez pas à me le dire, mais par rapport à l'attente qu'il y avait autour de cette conférence de presse, j'ai trouvé que, voilà, c'était un petit peu décevant. Voilà, on va pas se mentir, un petit peu décevant. Des questions pas forcément, on va dire, posées aux bonnes personnes. Par exemple, pourquoi poser la question des droits télé à Roberto De Zerbi? Autant poser la question à Pablo Longoria. C'est plus intéressant. Alors même si derrière il y a répondu, mais voilà. Bon, ensuite, un De Zerbi qui a été, on va dire, dans la globalité, voilà, pas trop mal. Un Longoria que j'ai pas trouvé extraordinaire. Moi, je vais pas vous mentir, hein, je l'ai pas trouvé extraordinaire dans l'exercice, alors que d'habitude, il est quand même largement meilleur. Voilà, c'est une conférence de presse très honnêtement qui m'a laissé perplexe, hein, à la fin. Alors, je ne l'ai pas suivi en direct, mais j'ai suivi quand même du coup. Je l'ai regardé en replay. Voilà, pas forcément hyper convaincu. Le timing aussi, bon voilà. Paolo Longoria avait expliqué que le timing n'a pas forcément été voulu. C'est vrai qu'on aurait préféré peut-être une conférence de presse avant. Voilà, il y a 2 3 jours. Mais là, ça s'est beaucoup plié comme ça. Donc voilà, bon, que retenir de la conférence de presse? Honnêtement, y a pas grand-chose à retenir. Bon, Roberto De Zerbi a parlé de sa motivation pour venir à l'Olympique de Marseille. Voilà, le discours et le sérieux de Longoria et de Benatia. Et puis l'OM, c'est l'OM. Voilà, bon. Il a parlé un petit peu de la passion qu'il y avait autour du club. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre? Il nous a dit que Longoria et Benatia ne lui ont pas promis des choses impossibles. Bon, heureusement. Heureusement, j'ai envie de dire. Parce que c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir recruter non plus 150 joueurs à des montants faramineux. Voilà, après, par contre, il a quand même expliqué qu'on travaille beaucoup sur le mercato, qu'il va y avoir beaucoup de changements. Bon, ouais, ça, de toute façon, on le savait déjà, on l'imaginait déjà, donc pas une grande nouvelle. Par rapport à ça, il veut mettre en place une vraie identité de jeu, ce qui semble évidemment être logique. Question quand même qui a été posée par rapport aux jeunes, parce que c'est vrai que on se la pose beaucoup, nous, entre supporters, hein, c'est vrai, la place aux jeunes qui ont gagné la Gambardella. Il a fait une réponse, on va dire, qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire que oui, bien sûr, on aura besoin des jeunes. Il est habitué à entraîner des jeunes, c'est vrai qu'on l'a déjà expliqué par le passé, notamment à Brighton. Brighton a recruté beaucoup de jeunes lorsqu'il était entraîneur et ça ne l'a pas empêché de les faire jouer. Et quand je dis des jeunes, c'est des joueurs entre 18 et 22 ans, hein. Donc ça l'embête pas. Donc pour lui, c'est pas un problème de lancer les jeunes à partir du moment où ils sont bons. Voilà. Petite phrase qui est intéressante à la fin. Je trouve cette phrase-là qui, pour moi, est très intéressante. Ce n'est pas un problème pour moi de lancer les jeunes tout en faisant jouer les vétérans qui le méritent, comme Aubameyang. Et d'ailleurs, il précise après, dans la conférence de presse, Aubameyang qui a 35 ans, mais il joue comme s'il en avait une vingtaine. C'est pas, alors, comme diraient certains, c'est pas anodin ce type de discours par rapport à Aubameyang. On sait que le dossier Aubameyang, on le connaît, hein. Voilà, Aubameyang qui potentiellement peut partir, qui a les cartes en main pour pouvoir le faire s'il veut le faire. Roberto De Zerbi, voilà, de ce que je peux vous dire, c'est que il essaye déjà, dès maintenant, de convaincre
Aubameyang de rester. Et cette phrase-là, euh, elle est vraiment pas anodine. C'est le début de l'opération. Pierre-Emerick reste avec nous. Voilà. C'est assez clair par rapport à ça. Bon, voilà la petite photo que j'ai pu vous faire sur voilà, avec Longoria et De Zerbi qui présentent le maillot au 7 Vélodrome. Donc ça, c'était très intéressant. On a eu aussi des petites infos par rapport à le début de l'entraînement et le début de ce qui a été mis en place par Roberto De Zerbi, notamment pour voilà, les changements qu'il veut mettre en place. Et notamment, cette info que j'ai trouvée via la Provence, c'est qu'un écran géant a été installé à la commanderie sur l'un des terrains d'entraînement. Ça permet de retransmettre en direct la séance, faire des arrêts ou illustrer certaines phases de jeu. Roberto De Zerbi a déjà posé de son empreinte. Il impressionne. Alors, on pourrait se dire, oui, bon, c'est un détail. Non, je pense quand même que c'est une manière de travailler qui va vraiment faire des différences par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Ces phases-là de visionnage de vidéos, ça vous rappellera évidemment un entraîneur comme Marcelo Bielsa qui le faisait souvent, notamment pendant les entraînements. Donc voilà, De Zerbi, il y a une vraie envie dès le départ de montrer son style et d'imposer son style. D'ailleurs, il a dit aussi en conférence de presse, il veut que dès le premier match amical, on sente une patte de Roberto De Zerbi. Donc il y a de l'ambition là-dedans, malgré le fait que l'effectif, évidemment, ne sera pas l'effectif à la fin du mercato lors du premier match amical contre Nîmes, qui sera le 18, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mais en tout cas, déjà de l'ambition par rapport à ça. Et puis, bon, petite anecdote que nous sur la Provence, c'est que l'enthousiasme est là du côté des joueurs avec la présence de Roberto De Zerbi, proche du vestiaire. Alors, c'est toujours pareil qu'il nous dit, ils sont bouillants. Ça leur a remis un coup de fouet après cette saison compliquée. Et un agent que je sais très bien qui c'est d'ailleurs et que je salue, qui dit qu'il était impatient de reprendre par rapport aux joueurs qu'il représente, il était impatient de reprendre sous ses ordres et d'apprendre auprès de lui. Donc voilà. Bon voilà, il y a un effet Roberto De Zerbi qui est très très clair. Dans les visuels, je voulais pas indiquer, mais c'est vrai que bon, c'est l'équipe qui notamment en parle dans le journal d'aujourd'hui, qui dit que Roberto De Zerbi a aujourd'hui l'ambition, on va dire, en privé de concurrencer le PSG. En public, l'ambition, on lui a posé la question et la réponse a été un peu plus vague en disant l'ambition déjà c'est de redonner du plaisir aux supporters, évidemment de se qualifier pour la Coupe d'Europe, voilà, donc c'est un discours un peu plus mesuré. Voilà, Roberto De Zerbi, il n'est pas venu pour jouer la 5ème place. Voilà, on va pas se mentir non plus. Il est venu pour jouer le podium à minima, en mettant à la fois les résultats et de la qualité dans le jeu. C'est son ambition, c'est son envie. Il a aussi dit que jouer un match par semaine, cette saison, ça serait plutôt avantageux, évidemment, en championnat. Et malgré tout, c'est quand même aussi avantageux pour pouvoir mettre en place ses idées. Quand tu peux t'entraîner la semaine au lieu de faire des déplacements européens, c'est quand même pas mal. Alors c'est sûr que c'est, comme il a dit lui-même, c'est triste de ne pas pouvoir jouer de Coupe d'Europe cette saison. Mais ça va permettre cette saison de mettre les bases de cette équipe. Et d'ailleurs, en parlant de base, il a notamment aussi parlé de l'effet, de l'intérêt d'avoir ramené Rossi avec lui. Il a dit, ça va me permettre d'avoir quelqu'un qui va me permettre de construire et qui sait exactement ce dont j'ai besoin sur cette première saison. Donc voilà, ce sont des éléments importants qu'il a quand même donné hier en conférence de presse. Voilà, pour moi c'est tout ce qu'il fallait retenir par rapport à cette conférence de presse. Encore une fois, pour moi elle était un petit peu décevante. Je m'attendais à un peu plus de choses, notamment des prises de parole de Longoria. Voilà, faire un retour sur le bilan de la saison passée. Là, il nous a parlé de l'IPTV, potentiellement, enfin, voilà, des droits télé. Il y a évidemment le cas Greenwood dont on va parler juste après, qui a été aussi évoqué à la fois par De Zerbi et à la fois par Longoria. Mais
Quid de Balerdi, quid d'Aubameyang? Voilà, pas de question par rapport à ces deux joueurs. C'est un peu dommage. Les ambitions, pourquoi retourner sur un entraîneur comme De Zerbi alors que justement Longoria avait dit que le jeu de possession à outrance, quand t'as pas de gros moyens, c'est compliqué. Bon, voilà, c'est vrai que tous ces sujets-là n'ont pas été abordés. Est-ce qu'ils le seront un jour? On verra. Mais en tout cas, moi perso, j'ai pas été forcément hyper emballé et hyper convaincu par cette conférence de presse. Voilà. On va parler du dossier le plus chaud du moment. C'est évidemment le dossier Mason Greenwood. Alors, je vais essayer de vous faire en fait dérouler des informations qu'on a pu avoir hier parce qu'on en a eu quand même beaucoup. La première, elle vient évidemment de Fabrizio Romano qui nous a dit que donc il y avait une proposition officielle de l'Olympique de Marseille aux alentours de 30 millions d'euros avec un pourcentage sur une future vente qui était un élément déterminant pour Manchester United qui se situe entre 40 et 50%. Donc ça, c'est la première info qu'on a eue par rapport à ce dossier. Fabrizio Romano qui a derrière confirmé un peu plus tard dans la journée, il a confirmé que tout était OK, qu'il y avait des discussions encore au niveau du contrat et du salaire de Mason Greenwood, mais voilà, il parle toujours de cette offre de 30 millions d'euros avec un pourcentage à la revente entre 40 et 50%. Donc ça, c'est ce que l'on a pu avoir de la part de Fabrizio Romano. J'essaie de rien louper, voilà. Ensuite, on a eu le journaliste de The Athletic, David Orstein, qui nous a donné un peu plus d'informations, un peu plus précises, notamment sur les montants, en nous expliquant que, donc, que le deal proposé pour l'Olympique de Marseille, c'était un deal de 27,6 millions, voilà, alors 27,5 millions de fixe, avec 4 millions de bonus additionnels, ce qui fait un total de 31,5 millions d'euros, et un large pourcentage pour une future vente. Là, il ne donne pas de chiffres. Donc voilà. Donc du coup, moi j'ai essayé, on va dire, de regrouper tout ça pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près clair. Et donc, de ce que j'ai pu récupérer comme info, c'est déjà dans un premier temps, donc l'offre elle serait de 24 millions d'euros plus 4 millions de bonus, 50% à la revente à Manchester United si le transfert a lieu avant 2029, avant juin 2029. Donc en fait, c'est-à-dire cette clause-là s'appliquerait, d'après Fabrizio Romano, sur une fenêtre entre juin 2024, juillet 2024 et juin 2029. Imaginons que Greenwood devienne une star de l'Olympique de Marseille et soit revendu après juin 2029. Imaginons. À ce moment-là, cette clause-là ne s'appliquerait plus. Et on serait donc sur un contrat de 5 ans, puisque on parle du coup d'un contrat qui irait jusqu'en juin 2029. Maintenant, ce qu'il faut voir par rapport à ça, c'est cette clause de revente. De quoi il s'agit? Est-ce qu'on est sur un montant global ou est-ce qu'on est sur une clause de revente, mais par rapport à une plus-value? Ça change quand même 2-3 choses. Je vais vous donner un exemple. Imaginons Mason Greenwood est dans 2 ans vendu 60 millions d'euros. Si on est sur un pourcentage de 50% sur le transfert global, sur les 60 millions, on devra donner 30 millions à Manchester United. Si on est sur la plus-value, étant donné qu'on aura acheté le joueur, allez, on va dire 30 millions d'euros, et donc du coup la plus-value, si on fait un transfert à 60 millions d'euros, serait de 30 millions d'euros, à ce moment-là, on ne donnerait que 15 millions d'euros. Donc c'est pour ça que c'est un élément qui est très important, qui n'est pas forcément encore détaillé et expliqué par que ce soit Fabrizio Romano ou David Orstein. Alors moi j'ai quand même essayé de me renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Et moi des premiers retours que j'ai, on me parle bien d'un pourcentage mais lié à la plus-value. Donc ça c'est quelque chose quand même d'important. C'est à confirmer parce que c'est très compliqué, je vous le dis, d'avoir des éléments très clairs et nets par rapport à ça. Mais il semblerait que ce soit par rapport à une plus-value et non pas sur un transfert total.
là où ça peut aussi changer quelque chose, imaginons dans un cas où ça se passe mal avec Mason Greenwood et que dans 2 ans, on le revende en dessous des 30 millions d'euros, c'est-à-dire par exemple 20 millions d'euros. Si c'est, encore une fois, 50% sur le transfert total, Manchester United, si on le vend 20 millions d'euros, récupérera 10 millions d'euros. Par contre, si on le vend 20 millions d'euros, il n'y a pas de plus-value. Et donc, les 20 millions d'euros iront automatiquement à l'Olympique de Marseille et il y aura 0 pour Manchester United. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas juste un détail. C'est vraiment très important. Et ça, selon moi, change énormément quand même la perception de ce transfert. Parce que c'est vrai que les réactions par rapport au prix de Mason Greenwood ont été assez unanimes pour dire « Ouh là là, c'est cher, on est quand même en train un peu de se faire carotter ». Voilà, il faut relativiser ces chiffres. On parle quand même d'un joueur qui a 22 ans. Ou 21 ans, on parle d'un contrat de 5 ans, donc 30 millions d'euros amortis sur 5 ans, voilà, ça va. C'est, j'ai envie de dire, un transfert à la Vitinha. Alors on va espérer évidemment un autre résultat que notre ami Vitinha, voilà. On espère que ça va beaucoup mieux se passer, mais en tout cas, voilà. Moi, je ne suis pas étonné des montants, et je ne suis pas surtout étonné qu'Olympique de Marseille puisse proposer un transfert de ce type. On m'a beaucoup posé la question de savoir, est-ce que le fait de mettre autant d'argent sur ce joueur va impacter les autres transferts et nous obliger à payer moins de transferts? Pas forcément, pas forcément. Je rappelle que Kylian Brassier, c'est un prêt avec option d'achat. Greenwood, il était encore question il n'y a pas si longtemps de ça d'un prêt avec option d'achat. Bon là, on n'en parle plus trop, mais c'est vrai que pourquoi pas Manchester United va prolonger Greenwood d'une saison et du coup ça serait plutôt un prêt avec option d'achat sur le dossier Greenwood. On a encore besoin d'avoir des éléments complémentaires. Mais en tout cas, voilà, c'est en train de se finaliser. Alors, hier soir, la Provence nous a fait un petit article en nous disant que le club était proche d'un accord avec Manchester pour Greenwood, en nous parlant quand même d'une offre qui serait inférieure pour eux à 30 millions d'euros. Voilà. Donc ça c'est une info qu'ils ont. À voir, parce que c'est vrai que là aussi, hein, ça changerait évidemment la perception un petit peu de tout ça. Et puis, pour terminer sur le dossier Greenwood, j'ai 2 derniers éléments à vous donner. Le premier, c'est Jim Marjo quand même, hier soir, qui nous a lâché en douce que la Lazio était toujours quand même en course pour Mason Greenwood, malgré l'accord entre l'OM et Manchester United avec le joueur, et que Greenwood n'aurait pas pris encore de décision définitive. Alors, dans l'article de Jim Marjo que vous pouvez retrouver sur son site, alors il parle évidemment, alors c'est vrai que je ne suis pas rentré dans ce débat-là pour la rumeur Attal, donc je ne le ferai pas non plus pour le dossier Greenwood, mais vous savez que Benoît Payan, le maire non élu j'allais dire de l'Olympique de Marseille, et la petite révélateur, le maire non élu de Marseille s'est exprimé au sujet de ce transfert. Donc ça, je ne ferai aucun commentaire par rapport à ça. Mais il se dit donc que le joueur a été refroidi par rapport à ça. Moi, de ce que je peux vous dire, c'est que le joueur et Pablo Longoria, on va dire, pour rester poli, l'avis de Benoît Payan, c'est l'avis de Benoît Payan. L'Olympique de Marseille gère l'affaire comme ils l'entendent. Par contre, c'est vrai qu'il y a un élément qui est pris en compte aujourd'hui et qui fait un peu réfléchir de ce que l'on me dit, même si ça c'est pas dit que ça soit un élément définitif. Mais Mason Greenwood, il voit quand même un petit peu la campagne négative de certains supporters sur les réseaux. En tout cas, on lui rapporte ça par rapport donc, au fait que certains supporters ne veulent pas de Mason Greenwood. Pour des raisons évidemment qu'on connaît, hein, certains. Pour d'autres, c'est aussi sans doute lié au dossier Attal, qui est un faux dossier, hein, puisqu'il n'y a même pas eu d'offre de l'Olympique de Marseille, je le répète encore une fois par rapport à ça. Mais bon, ouais, dans l'esprit des gens, tout est lié. Donc voilà.
C'est un élément à prendre en compte. Et le dernier élément que je voulais vous donner par rapport à Mason Greenwood, et c'est quelque chose euh, qui a été dit par l'équipe, c'est que voilà, Pablo Longoria voit le dossier Mason Greenwood comme une opportunité de marché pour l'Olympique de Marseille. L'Espagnol axera ses futurs discours sur le thème de la rédemption pour un joueur qui a eu un comportement irréprochable et son dernier à Retafe. Voilà, il faut quand même le rappeler, à Retafe, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de souci. Donc, voilà, c'est vrai que ça va être la communication, ça va être hasardeux, ça va être quand même compliqué, on le sait très bien, on n'est pas dupe non plus par rapport à ça. Donc voilà, je vous ai fait un gros point par rapport à Mason Greenwood, je vais essayer d'accélérer pour le reste parce qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes, donc on va essayer d'accélérer. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on essaye de rester dans les commentaires par rapport aux sportifs, qu'est-ce que vous pensez du joueur. L'extra sportif, on le connaît. Donc voilà. C'est un débat qui est de toute façon, je pense, sans fin entre les pros et les anti-Greenwood. Donc autant parler sportif, c'est ce qui nous rapproche et nous intéresse avant tout au niveau de l'Olympique de Marseille. L'autre grosse rumeur, parce que quand même, il y a eu quand même une sacrée rumeur qui est retombée, ça serait le retour de ce monsieur, Alexis Sanchez. Di Marzio qui nous dit qu'Alexis Sanchez pourrait revenir. Alors, on en avait parlé lors du dernier live, où l'info était tombée juste avant le live d'un journaliste sud-américain. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas forcément des retours. Et les premiers retours que j'avais eus, on m'avait dit, ou attention, c'est un peu bizarre quand même comme info. Mais effectivement, il semblerait que ça soit le cas. Entre-temps, bah, du coup, j'ai quand même réussi à avoir quelques petites infos. Et du coup, effectivement, c'est incroyable de dire ça, mais il y a bien un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Alexis Sanchez. J'ai essayé d'avoir le maximum d'infos hier par rapport à ce dossier-là. Et donc, j'ai fait un tweet par rapport à ça. Donc, sur Alexis Sanchez, les premiers contacts remonteraient au mois de mai. Moi, c'est la première chose qu'on m'a dit, ça remonterait au mois de mai. Donc, c'est pas non plus quelque chose de tout récent, hein, les premiers contacts. Surtout, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Roberto De Zerbi, hein, parce qu'au mois de mai, Roberto De Zerbi ne faisait pas forcément partie des plans de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, c'est malgré tout un dossier qui a été validé. Ça, je peux vous dire, c'était validé par tout le monde. Voilà. Que ce soit De Zerbi, Mehdi Benatia, évidemment, et Pablo Longoria et Rossi. C'est un dossier qui est indépendant de l'avenir d'Aubameyang. Voilà. Je m'étais posé, moi, personnellement, la question de savoir est-ce que c'est lié ou pas. Parce que pour moi, si Sanchez revient, il allait demander un énorme salaire à la Aubameyang. Apparemment, c'est totalement indépendant de ce que va décider Aubameyang. Ça ne veut pas dire qu'Aubameyang va rester. Hein. Ça veut simplement dire que le dossier n'a rien à voir avec le dossier Aubameyang. C'est vraiment deux cas à part. Il y a un scénario où on pourrait avoir les deux. À l'Olympique de Marseille et l'OM voit Alexis Sanchez comme, là aussi, une bonne opportunité de marché, tout simplement. Hein. Voilà, hein. Donc, lorsque l'on me dit ça, ça voudrait dire que il y aurait, comment dire, un Alexis Sanchez qui accepterait de venir pour un salaire, on va dire raisonnable. Voilà, raisonnable. Donc, pour le moment, c'est les premières infos que j'ai pu avoir par rapport à ça. On attend d'avoir des infos complémentaires. Je reste mesuré, moi, par rapport à cette info. Je ne remets évidemment pas en doute la qualité du joueur que l'on connaît tous. Mais c'est vrai que moi, ça me paraît quand même un peu bizarre, cette histoire. Voilà, maintenant, Di Marzio a parlé. Di Marzio, depuis le début du mercato, il est très très bon, notamment sur l'Olympique de Marseille. Donc, voilà. Et en parlant de Di Marzio, il nous a aussi fait une autre révélation. C'est Alvaro Valles, le gardien de Las Palmas, qui serait potentiellement le prochain gardien de l'Olympique de Marseille. Enfin, en tout cas, l'OM est en contact avec Las Palmas. Ce qui pourrait libérer Paul Lopez. Paul Lopez qui doit partir du côté de Com. Le transfert, normalement, devrait se faire sous 48 heures. Qui est Alvaro Valles? Parce qu'Alvaro Valles, c'est vrai que
faut le connaître, hein. Alors, je salue Datascout, le compte Twitter qui en avait parlé comme étant pour lui le gardien idéal sur Roberto De Zerbi. Donc, petite présentation quand même d'Alvaro Valles, hein, qui joue donc à jouer cette saison à Las Palmas. Il a une valeur Transfermarkt aujourd'hui de 12 millions d'euros. Il a un contrat qui va jusqu'en 2025. Donc, il lui reste un an de contrat. Il a fait la saison dernière 37 matchs en Liga pour 44 buts encaissés et 9 clean sheets. Il est surtout reconnu pour avoir un jeu au pied hors norme, non, mais en tout cas plus. Donc ce qui est vraiment, qui rentre dans les critères de Roberto De Zerbi. Ça reste aussi apparemment un bon gardien. Je ne vais pas vous mentir, moi je ne le connais pas du tout. J'ai dû voir jouer Las Palmas, mais j'ai pas souvenir d'un Alvaro Valles qui m'avait marqué plus que ça. Donc voilà. Bon, à voir. En tout cas, par rapport à ce dossier-là, on a eu différentes informations. Moi, de mon côté, j'ai essayé de me renseigner. RMC, alors c'est vrai que j'ai pas mis la news de RMC, c'est un petit oubli de ma part, je suis désolé. Mais RMC avait calmé un petit peu le jeu par rapport à Alvaro Valles en disant que c'était une piste parmi tant d'autres, et des retours que moi j'ai eu, je confirme entre guillemets, parce que voilà, encore une fois, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, mais je rejoins RMC lorsqu'ils disent que c'est une piste parmi tant d'autres, ça n'est pas forcément prioritaire à l'instant T. Par contre, on m'avait donné à peu près les montants, c'est-à-dire un transfert aux alentours de 10 millions d'euros, avec un salaire qui serait largement inférieur à ce que réclameraient les Brice Samba, les Ilan Meslier, etc. Donc c'est un dossier qui serait moins cher, et Samba est toujours un dossier sur lequel travaille l'Olympique de Marseille. Par la suite, c'est la Provincia, site espagnol, qui nous dit que Las Palmas aurait accepté une offre de 10 millions d'euros pour Alvaro Valles. Donc là, on se dit, oulala, ça s'accélère. On a un petit peu plus d'explications par la suite, c'est-à-dire que on a le DS, le directeur sportif de Las Palmas, qui explique que le Betis a fait une offre de 3,5 millions d'euros pour le joueur, parce que le Betis voudrait aussi Alvaro Valles, mais qu'il y a un club étranger qui a fait une offre beaucoup plus importante, beaucoup plus forte, plus du double, et nous allons probablement choisir cette situation. Voilà, donc ça c'est un élément aussi qui a été beaucoup pris en compte. On a fait le lien tout de suite avec Olympique de Marseille. Donc ça, voilà. Ensuite, alors je suis désolé, je vous remets exactement la même info et je vais vous montrer le bon slide. C'est en fait, moi, derrière la petite info que j'ai pu avoir vraiment en fin de journée, en fin de soirée même, hier. Attention pour Alvaro Valles, prudence. Des retours personnellement que j'ai eus, alors je remets évidemment pas en compte, en question, l'info du journal espagnol. Di Marzio, lui, ne parle pas forcément d'offres concrètes de l'OM, parle plutôt d'un intérêt. RMC pareil, et c'est vrai que moi, de mon côté, encore une fois, je n'ai pas réussi à me faire confirmer l'info comme quoi il y a eu une offre officielle faite de l'Olympique de Marseille pour Alvaro Valles de 10 millions d'euros. Je ne dis pas qu'elle ne va pas avoir lieu, je dis qu'à l'instant T, elle n'existe pas. On me parle d'un intérêt, certes, mais pas d'offre officielle. Voilà, affaire à suivre. Peut-être qu'elle va tomber aujourd'hui, peut-être qu'elle va tomber demain, mais en tout cas, à l'instant T, il n'y a pas d'offre. On me dit aussi que le directeur sportif de Las Palmas, il peut avoir une stratégie qui est vieille comme le monde, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on va utiliser l'Olympique de Marseille comme, en fait, un moyen de faire pression sur le Betis. Parce qu'apparemment, en plus, le joueur, lui, serait plus enclin à aller au Betis plutôt qu'au Olympique de Marseille. Là aussi, ça reste à confirmer parce que j'ai pas eu vraiment des retours très concrets par rapport à ça. Donc voilà, j'essaie de vous donner tous les éléments. Et puis le dernier élément sur le poste de gardien, bon, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà, puisque RMC nous expliquait que les dirigeants aimeraient beaucoup faire signer Brice Samba, mais que le transfert est compliqué, car Lens demande une indemnité élevée. Je vous l'ai déjà expliqué lors du dernier live.
Lens réclamerait aux alentours des 25 millions d'euros. Et nous, on serait plus enclin à aller autour des 15 millions d'euros. Même de ce que l'on me dit, c'est que l'OM, je vois très mal l'OM aujourd'hui, des retours que j'ai, mettre plus de 20 millions d'euros sur un gardien. Alors après, il y a deux stratégies. Soit on prend un jeune gardien style Yann Meslier où tu mets 20 millions d'euros et tu sais que tu peux être tranquille sur minimum 5-10 ans parce que c'est un gros potentiel et qu'on sait que c'est un énorme potentiel. Et surtout, on peut imaginer une revente derrière par rapport à lui. Ou il y a une autre stratégie de se dire on va poser les 15-20 millions d'euros sur Brice Samba qui a 31 ans. Donc c'est 15 millions d'euros, 20 millions d'euros entre guillemets que tu perds parce que la revente, là, à ce moment-là, tu l'oublies. Mais d'un point de vue sportif, tu vas y gagner. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, le joueur qui présente le plus de garanties, c'est Brice Samba. Alvaro Valles, je vois énormément de commentaires positifs, encore une fois, par rapport à lui. Je pense qu'il y a une hype aussi parce que le compte Datascout en a parlé. Et d'ailleurs, Datascout, je recommande ce compte parce qu'ils font de l'excellent travail. Mais à mon avis, les supporters olympiques de Marseille qui ont vraiment vu Alvaro Valles à l'œuvre, il n'y en a pas énormément. Moi, je reste, on va dire, très concret et très pragmatique. Aujourd'hui, le gardien que je vois le plus et qui m'apporte le plus de garanties à l'instant T, c'est Brice Samba. Il a 30-31 ans. Il veut revenir à l'Olympique de Marseille. Moi, je dis banco. Voilà. Personnellement, mon avis, je dis banco. J'aimerais bien que l'Olympique de Marseille se positionne sur lui. Après, on verra. Est-ce que Lens et l'OM vont réussir à s'entendre sur un montant? Parce que là, Lens demande 25 millions d'euros. C'est quand même assez hallucinant. Il faudrait voir, je pense. Je pense que cette histoire peut se régler entre 15 et 20 millions d'euros. Vous y mettez des bonus. Voilà. Vous mélangez tout ça. Et ça fera un excellent transfert. Voilà. En tout cas, c'était les infos que je voulais vous donner aujourd'hui par rapport du coup au mercato. Demain, on refait une vidéo mercato et cette fois-ci, je ne serai pas seul. Je serai avec David Massilia, connu sous le nom de Massilia sur Twitter notamment, que vous avez pu voir notamment récemment sur le dernier live de Football Club Marseille. C'est un ami et je suis très content de le recevoir demain. On va parler mercato, on va parler... Alors s'il y a des nouvelles entre-temps, entre aujourd'hui et demain, bien, évidemment, on parlera des dernières nouvelles fraîches. Mais sinon, on parlera des dernières rumeurs, on va dire, globalement, qu'il a pu avoir et pour avoir son avis, parce que c'est quelqu'un qui regarde énormément de foot et qui a un avis très intéressant, vous verrez, sur les différents joueurs. Voilà, 33 minutes, j'ai un petit peu dépassé. Je suis désolé, mais j'espère que ça suffira et vous allez avoir toutes les informations. On reste de toute façon connecté sur le compte Twitter. N'hésitez pas, si vous voulez d'ailleurs me follow, envoyez-moi un petit message en privé. C'est plus simple parce que je reçois énormément de demandes et que je n'ai pas forcément le temps de tout regarder, de tout trier. Donc, envoyez-moi un petit message, comme ça au moins votre follow, je pourrai le voir en priorité. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon mercato, hein, parce que ça ne s'arrête jamais avec l'Olympique de Marseille. Et puis surtout, allez l'OM! Allez, ciao tout le monde.